Bonjour, bienvenue sur le site de la CFE-CGC, la section de la CPM des Alpes-Maritimes. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Nathalie, Vincent et Anaïs, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Ensemble, nous présenterons une liste aux élections du CSE et je vais vous présenter le programme. Avant peut-être vous présenter ceci, n'oubliez pas que sur le site, vous pouvez vous abonner ici ou là. Dès qu'un article sera en ligne, vous recevrez une alerte sur votre adresse mail. C'est très pratique, ça vous évite à devoir vous connecter trop régulièrement et ça vous libère du temps. J'en profite pour remercier également Georges, Jean, Paul et Ringo, Elisabeth et Michel. Leur soutien depuis 3 ans m'a été très précieux. Du fond du cœur, merci. Donc les élections. Vous allez pouvoir voter de mercredi 23 mars au mercredi 29 mars à 13h59. À 14h, il sera trop tard. Vous allez pouvoir voter pour vos listes et vos candidats préférés. La CFE-CGC est un syndicat catégoriel à l'adresse des cadres. Donc vous trouverez cette liste uniquement dans la section cadre. C'est une nouvelle section qui n'existe pas à la CPM, mais le syndicat, lui, existe depuis 1944. Le programme en lui-même, comme vous le savez, au CSE, vous allez pouvoir élire vos élus, mais l'élection sert aussi à mesurer l'audience des syndicats et donc leur capacité à négocier au sein de l'entreprise. Par exemple, en mai, il y aura la négociation du télétravail. Si la CFE-CGC fait 10% des électeurs des suffrages exprimés, nous aurons alors la possibilité de négocier pour vous et de présenter auprès de la direction nos revendications. La première d'entre elles donc, sera le télétravail avec quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le choix au plus près du secteur. Au départ, de ce que je sais sur le projet de la direction, sur l'augmentation de l'enveloppe, c'est qu'il y a une séparation entre manager et cadre technique, donc l'activité n'est pas forcément régulière, qui serait toujours sur un système d'enveloppe, et les autres cadres techniques qui seraient sur 2 jours fixes par semaine, à l'instar de ce qui se fait actuellement pour les agents. Or, au niveau de l'activité des services, un cadre technique peut être amené à participer à une réunion, peut être amené à rentrer en support d'un autre agent, et la juxtaposition des agendas peut rendre les choses compliquées, sachant qu'il faudra à chaque fois faire un message à la GRH pour dire que le jour de télétravail est décalé, etc. Or, si nous laissons tous les cadres techniques et managers sur de la souplesse qui serait gérée au niveau du service, ce sera quand même beaucoup plus simple avec beaucoup moins de paperasse. Allons à la simplicité, allons à l'efficacité et permettons aux managers de gérer leur secteur en fonction des besoins immédiats, sachant que sans nécessité, il sera toujours possible d'avoir les mêmes journées. Nous sommes des gens responsables, n'est-ce pas ? Voilà, deuxième petite chose, la possibilité de scinder en demi-journée, limitée à 3 occurrences par semaine. Par exemple, vous prenez une journée pleine et 2 demi-journées. Si vous avez, prenons l'exemple d'une réunion le matin, mais l'après-midi, vous avez dentiste avec les enfants, vous avez toujours la possibilité et ce sera accepté par l'accord. Voilà, ce sont les revendications que nous portons sur le télétravail. Deuxième chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'introduction du quotient familial pour les prestations payantes du CSE. Alors je précise tout de suite, pour les personnes qui n'ont pas forcément de quotient familial, parce que notamment en cas de séparation, le compte CAF reste sur un seul des parents, il y aurait la possibilité de prendre la feuille d'impôt. Le principe, si vous l'avez pas remarqué, c'est qu'en fonction de votre niveau de cadre, vous payez plus cher les chèques vacances. Or, le niveau, ce n'est pas forcément le revenu, et encore moins le revenu disponible. Prenons l'exemple des cadres en temps partiel.
Prenons l'exemple des mères isolées, des veuves, des séparés avec enfants qui parfois ont du mal à joindre debout. Je pense qu'il est nécessaire de remettre un peu d'équité et de permettre aux volontaires, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, au moment de faire la commande de chèques vacances ou de CESU, parce que nous on aimerait bien qu'il y ait les CESU, de présenter le quotient familial ou la feuille d'impôt et de bénéficier d'une réduction, de payer par exemple ce que paye le niveau 3. Il n'y a pas de raison qu'un cadre qui soit en début de carrière par exemple paye plus cher des chèques vacances alors qu'il gagne moins qu'un cadre niveau 3 ou qu'un agent niveau 3 ou niveau 4 en fin de carrière qui a fini de payer sa maison, qui n'a plus d'enfants à charge et dont le compagnon ou la compagne gagne bien sa vie. Voilà, c'est une mesure d'équité qui me tient à cœur parce que ça fait des années, ça fait 17 ans que je suis à la CPM. Et ça fait 17 ans que j'entends cette revendication. Voilà, nous la portons et nous demandons en fait à ce que les revenus réels soient pris en compte. Autre chose, tant qu'on y est dans les prestations, plus de choix dans les prestations du CSE. Donc les programmes de ce qui ont été présentés par les autres organisations syndicales laissent présager déjà une ouverture aux applications avec la possibilité de faire des choix plus importants. Ici, on présentait la possibilité, par exemple, d'avoir une sorte de monnaie virtuel où un point ferait 1 euro et avec ces points-là vous faites du panachage, c'est-à-dire que vous prenez 50 points de telle carte cadeau et 70 points de tel autre. Ça permettait de varier les choses. On voudrait aussi l'instauration du CESU parce que pour le paiement des crèches ou le paiement des services, c'est quelque chose quand même de très pratique puisque les cotisations sociales sont déjà payées. Et enfin, pour les jouets d'enfants, un catalogue peut-être moins orienté plastique. C'est très bien de faire travailler les entreprises locales. On est totalement favorable à ça. Mais le catalogue peut-être est trop orienté plastique. On aimerait bien des considérations plus écologiques et éducatives. Donc peut-être un mix des deux. Il y a d'autres magasins qui existent sur Nice. On pourrait peut-être varier les approches. Ensuite, prenons la retraite, une aide pour partir plus tôt. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart le savent, mais quand on veut racheter un trimestre retraite, surtout dans les considérations actuelles avec le recul de l'âge à la retraite, ça coûte un bras, ça coûte très très cher, que ça soit uniquement pour le temps de cotisation, mais également pour le revenu, ou auquel cas ça coûte le double. La possibilité offerte par le gouvernement déjà de réduire le montant imposable, non pas vos impôts, mais votre revenu imposable, c'est une bonne chose. La possibilité d'étaler le paiement, c'est également une bonne chose. Si vous rachetez de 2 à 9 trimestres, à ce moment-là, vous pouvez étaler sur 3 ans. Et si vous prenez au-delà de 9 trimestres, vous pouvez étaler jusqu'à 5 ans. Sauf que déjà, la mensualité va augmenter, puisque le prix d'un rachat de trimestre augmente tous les ans. Et en plus, le rachat, ça coûte cher. Une mensualité sur 3 ans, vous pouvez en avoir facilement pour 200 euros. L'idée ici serait dans la mesure où la négociation avec Lucans ne permettrait pas d'avoir une aide de l'employeur, puisqu'il s'agit de cotisations sociales, donc ça rentrerait dans l'enveloppe des rémunérations, mais d'ouvrir une 4e ligne de crédit auprès du CSE, quitte à réduire le nombre de crédits autorisés à 3 sur 4, et qui permettrait d'avoir un étalement plus long, donc jusqu'à 7, 8, 9 ans pour le rachat de trimestre, et donc d'avoir à la fois une mensualité fixe, une mensualité plus douce et qui n'augmenterait pas avec le temps. C'est une idée à creuser. En tout cas, il y a un sujet sur le rachat des trimestres retraite parce que pour les cadres qui ont fait des études parfois longues, le fait de pouvoir partir un peu plus tôt ou d'augmenter le montant de leur retraite, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et il faut y songer, d'autant plus tôt que plus on s'y prend tôt, moins ça coûte cher. Le forfait mobilité durable. Alors le forfait mobilité durable, c'est quoi ? Le forfait mobilité, le FMD, pardon, ça permet à l'employeur de financer dans une mesure qui est exemptée de cotisation sociale les
l'usage de vélos avec ou sans assistance électrique, le covoiturage en tant que conducteur ou passager, ou les transports publics de personnes. Mais bon, cela c'est sur Nice, je pense pas qu'ils existent. L'avantage, c'est que c'est une allocation forfaitaire qui est limitée à 500 euros par an. Ça peut être augmenté jusqu'à 600 euros si c'est cumulé avec les frais de transport public. Par exemple, vous prenez votre vélo électrique jusqu'au tramway et ensuite vous prenez le bus et vous venez jusqu'à Pessicard. Le forfait mobilité durable est cumulable avec la participation employeur aux frais de transport public. Donc voilà ce que je vous disais. Et 500 euros pour être positif envers la planète, ce n'est pas rien, c'est même quasiment un demi-SMIC. Donc quelque chose auquel nous sommes favorables, c'est Vincent Achard qui est à fond sur cette mesure et qui m'a convaincu de la présenter à juste raison. C'est un avantage que Lucans lance sur la négociation, donc ça devrait se négocier cette année. On verra, on sera là, on sera présent. Je pense pas qu'on sera les seuls à le vouloir, mais pour beaucoup, ça serait quelque chose de très positif. Notamment pour les centres extérieurs, peut-être sur Pessicard c'est plus compliqué, mais le covoiturage c'est quelque chose sur lequel il va falloir peut-être agir. Bon, c'est vrai que les horaires variables n'aident pas, notamment à cause des enfants, des écoles, des choses comme ça, mais peut-être Azureo mettra en place une plateforme de covoiturage un peu plus efficace. Tant qu'on y est dans les questions écologiques, en 2025, il y aura une obligation pour les employeurs de proposer aux employés des bornes électriques avec 5% de places disponibles. Les 4 bornes qui existaient actuellement sont bloquées pour réflexion par rapport à l'usage et aux questions d'équité par rapport aux personnes qui ont des voitures classiques thermiques. Mais voilà, c'est une obligation, il va falloir s'y mettre. Nous considérons que le plus tôt sera le mieux. Alors je crois qu'il y a des adaptations qui seront peut-être à faire au niveau des transformateurs électriques de Pessicard, mais voilà, c'est quelque chose de nécessaire. Il faudra négocier la condition de prise en charge, comment est-ce que les personnes qui en bénéficient participeront aux frais. La récupération de la prime de transport plus peut-être un petit abonnement, parce que il n'est pas question non plus de léser les autres personnes, mais de permettre au développement de l'électrique. Donc il y a un juste équilibre à trouver, ça se fera au niveau de la négociation. Quand ce sera ouvert, s'il y a négociation sur ce sujet-là, à ce moment-là, nous vous présenterons les différentes options qui sont sur la table et en fonction de vos avis, nous présenterons nos revendications. Voilà. Et enfin, la transparence, un enjeu démocratique. Je vous invite à lire. Voilà. Le secrétaire général du CSE a tout pouvoir pour publier de la manière qu'il le souhaite les PV auprès des salariés. L'accès au PV des CSE est un droit du salarié. Actuellement, pour y avoir accès, vous devez en faire la demande au CSE et vous y rendre à pied pour le consulter. On vous donne un exemplaire et vous pouvez le lire sur place. Le règlement intérieur qui a été voté lors de la dernière session du CSE actuellement interdit la publication du PV sur quelques sites que ce soit. Ce n'est pas le cas dans toutes les CPM, ce n'est pas le cas dans toutes les organisations de la sécurité sociale. Il y a des caisses qui publient sur leur intranet tous les PV. Rappelez-vous pour les plus anciens que les questions des délégués du personnel étaient déjà en ligne sur Intrasur, que ça ne posait aucun problème et que tout le monde pouvait avoir accès en direct aux résultats des questions et aux réponses qui avaient été apportées. Et c'est un enjeu démocratique. Parce que les ordonnances Macron ont regroupé les instances représentatives, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, donc, en une seule instance.
il n'est pas souhaitable que ce qui s'y passe reste caché des yeux des personnes qui pourraient être intéressées, même s'ils peuvent en avoir accès, mais bon, les conditions sont un peu compliquées, notamment pour les agents qui sont dans les centres extérieurs. Pourquoi je dis que c'est un enjeu démocratique? Parce que pour moi, il y a une question de responsabilité. Nous sommes dans une société qui actuellement est en crise de représentativité. Et le fait qu'on publie les PV, c'est-à-dire la reproduction in extenso de ce qui s'est passé lors d'une réunion, à l'exception des éléments qui sont réservés, c'est-à-dire qui sont hors PV, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas encore publics. Les salariés doivent pouvoir avoir la vision complète de l'activité du CSE, que ce soit les prises de position, les votes, les vœux, le budget, de manière à pouvoir ensuite sanctionner si besoin ou valider l'activité d'un syndicat lors des 4 années qui précèdent. Quand on vote pour une telle élection qui est le comité social et économique, il ne s'agit pas simplement de voter pour des prestations, pour des chèques vacances ou un montant budgétaire qui pourrait vous être alloué. À ce propos, j'en profite pour vous dire de faire attention parce qu'il y a une organisation syndicale qui présente un budget déficitaire. La CFE-CGC, elle, ne présente qu'une liste pour les cadres. Il n'y a donc aucune volonté d'être majoritaire sur le CSE, donc ce n'est pas nous qui déciderons du montant des prestations. Par contre, nous serons attentifs à ce que les prestations soient dans l'ordre de ce que vous attendez, mais aussi qu'elles soient accordées de manière responsable, c'est-à-dire qu'elles permettent de perdurer. Donc, oui, pour en revenir à la question de l'enjeu démocratique, le fait pour un salarié de pouvoir savoir ce qui s'est passé, c'est tout simplement la capacité à avoir l'information qui soit autre que quelques lignes une fois tous les 2 mois sur des sites, mais vraiment de pouvoir suivre l'activité et enfin, au moment où elle doit exprimer sa position, le faire en toute conscience. C'est un pouvoir de sanction et c'est la nature même de la démocratie. Voilà, on a fait le tour des revendications principales. Alors bien entendu, il y a au-delà des revendications qui seraient sur des négociations locales, les revendications nationales. Les revendications nationales, bien sûr, c'est le salaire, c'est la valeur du point, c'est également la classification. En ce qui concerne la classification, je vous invite à lire, si vous avez le temps, ce petit article, c'est plus un dossier, que j'avais écrit il y a quelques années et qui annonçait la couleur, vraiment, de l'échec de la négociation et des problèmes que ça pouvait créer, notamment le problème lié à l'inflation, je l'ai écrit quelque part. Je vous invite également à lire dans les articles du Mautic. Donc, ce sont des articles que nous publions régulièrement. Vous avez Bonjour Vincent. Vous avez également un article qui est intéressant sur la valeur du point et la façon dont les économies qui ont été faites en gelant la valeur du point a créé des problèmes au niveau de la valorisation du mérite. Sujet intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question si vous arrivez jusque-là. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Nous avons investi dans du matériel qui nous permettra, si l'on fait les 10% aux élections, donc c'est 24 voix, et chaque voix compte. Donc je remercie d'avance les gens qui voteront pour nous sur la liste titulaire.
Ils pourront nous aider à avoir les heures de fonctionnement qui nous permettront de mettre en ligne de nouvelles vidéos avec peut-être notre mine dedans, avec des éléments un peu plus fun, et de développer le site. Vous pouvez du site adhérer directement. Vous nous envoyez les éléments inscrits ici, je le recevrai directement par mail et je vous répondrai. La cotisation, le montant de la cotisation est inscrit ici, elle n'est pas extraordinairement élevée. Pour un cadre 5 jusqu'à 7, c'est moins de 13 €, sachant que vous avez les 2 tiers qui vous sont remboursés en crédit d'impôt. Donc soit vous payez moins d'impôts, soit vous recevez un chèque. Donc ça fait vraiment c'est pas une cotisation très élevée. Au niveau de la section, nous n'avons pas de budget, c'est-à-dire que nous ne prélevons pas d'argent sur nos adhérents. Tout est fait maison. Donc ensuite, je vous enjoins à lire les éléments de la campagne. Du 23 donc au 29 mars, vous allez pouvoir voter. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Bon vote. Votez. Quelle que soit l'organisation syndicale pour laquelle vous voterez, votez en votre âme et conscience, mais votez, c'est important parce que c'est le taux de participation qui apporte la légitimité, et c'est cette légitimité qui permet aux organisations syndicales de porter votre parole. Une organisation syndicale ou des organisations syndicales qui seraient élues sur des participations faibles auraient forcément beaucoup moins de poids lorsqu'il s'agit de négocier. Donc merci à vous, merci Vincent, Anaïs, merci Nathalie, merci tout le monde, et bon vote. Les résultats des élections seront présentés sur le site. On croise les doigts très fort parce qu'on y croit aussi très fort, mais on espère, mais c'est un suspense insoutenable. Bonne fin de journée, bonne soirée, et à bientôt.